les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. C'est-à-dire des enfants capables de les remplacer eux-mêmes. Pas même de venir gérer l'État. Donc ils ont fait ça parce qu'ils se sont donné à eux-mêmes une forme d'éternité. Ils ont des enfants qui ne valent pas souvent grand-chose. Et ainsi tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant, tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune, qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres? Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Même la grande partie de l'électorat. Avez-vous l'impression que les jeunes eux-mêmes soient conscients de cette force-là quand nous parlons d'une élection présidentielle? Parfait, ici, votre question, vous la formulez de bonne foi. Mais excusez-moi, elle a un vice de paralogisme. Nous faisons comme si... Il faut baisser le niveau. Moi, je ne comprends rien. Nous faisons comme si tous les jeunes se ressemblaient, d'un côté, et de l'autre côté, tous les vieux se ressemblaient. Tout à fait. À partir de là, nous biaisons l'analyse. Dans le groupe des vieux, il y a une catégorie de vieux qui s'organise pour martyriser une catégorie de jeunes. Quand cela arrive au pouvoir, ils organisent, quel que soit le pouvoir, ils organisent le pouvoir de telle sorte qu'ils l'éloignent suffisamment des aspirations des jeunes. Ils ne prévoient pas des mécanismes de remplacement. Ils travaillent dans ce sens-là. Et vous pouvez le voir. Un cas d'école, c'est le cas du Cameroun. C'est-à-dire que des gens sont arrivés et ont anticipé pour se créer une jeunesse sans étoffe. Et vous allez jusque dans leur domicile. Les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. C'est-à-dire des enfants capables de les remplacer eux-mêmes. Pas même de venir gérer l'État. Donc ils ont fait ça parce qu'ils se sont donné à eux-mêmes une forme d'éternité. Ils ont des enfants qui ne valent pas souvent grand-chose. Et ainsi tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant, tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune,
qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres. Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Il y avait donc des jeunes perdus comme nous, des quartiers difficiles, sans parents. Nous, on n'avait personne pour nous donner des instructions, ne va pas dans tel mouvement, ne fais pas ceci. Nous faisions donc ce que nous voulions. Mais nous avions pour principaux adversaires une troisième jeunesse. Des gars qui avaient anticipé sur l'orientation de l'État et qui étaient foncièrement corrompus. Qui à cette époque-là déjà allaient nous trahir. C'est-à-dire, ils allaient faire ami-ami avec les dirigeants. Ils étaient comme des indiques. C'est ce qu'ils étaient. L'État du Cameroun donc a récupéré certains d'entre eux, les a placés dans des positions particulières. Monsieur Willy Mengo, qui est très intéressant, a fait une gymnastique ici. Moi, j'aurais tellement voulu que le MRC, et là je vous le dis encore, ne devienne pas une sorte de religion dans laquelle tous les dimanches on explique un dogme. En 2018, quand il était candidat, tout à fait, on dit qu'il a gagné. Il avait 64 ans. Pourquoi il s'est permis d'être candidat alors qu'il n'était pas dans la tranche d'âge du MRC? C'est-à-dire 65-75. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore atteint l'âge. Je ne sais pas. J'ai un problème avec le raisonnement. Les dogmes créent dans ce genre. Il était encore immature. Je crois que c'est pour ça qu'il a perdu. Il a donc atteint 65 ans finalement. Aujourd'hui, il est à 71 ans. S'il ne gagne pas directement en 2025, en 2032, il aura dépassé la tranche qu'ils ont indiquée. Il sera donc trop vieux. Donc dans un cas comme dans l'autre, un, il est immature, deux, il est trop vieux. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait présenter le problème. Si c'est l'école là qu'on leur donne, il faut corriger. Il faut dire que parmi les gens qui vont même de 40 à 100 ans, il y a des personnes correctes qui peuvent bien faire des choses. Parmi les jeunes, il y a des personnes incorrectes. Moi, je vous dis, parmi les jeunes qui ont été candidats là, il y en a beaucoup qui sont très incorrects. Je préférerais encore un mauvais vieux à ces jeunes-là, parce que s'ils sont présidents, tellement ils sont encore jeunes et ils sont incorrects, qu'ils nous pousseront dans la bêtise pendant très longtemps, ayant la capacité de vivre encore très bien. Je veux dire que le grand mal, c'est qu'on a réussi déjà à segmenter la jeunesse, d'une part. D'autre part, à dépolitiser une bonne partie de la jeunesse. Finalement, elle ne parle plus comme un bloc. On vous a dit ici, tu peux avoir un ami, tu peux être jeune. En fait, chacun a les amis qui raisonnent comme lui. Moi, j'ai des vieux amis, mais c'est des gens éthiques. Maintenant, si tu vois un jeune soutenir un mauvais vieux, c'est un jeune sorcier. Oui, il faut le savoir. Que c'est un jeune sorcier qui soutient un mauvais vieux, parce que ce vieux aussi est sorcier, il l'a reconnu. C'est comme ça que ça... des atomes crochés. Oui, tout ça, tout à fait. C'est pour cela que vous verrez des gens dire que même si le président ne peut plus se lever, il sera notre président. C'est des sorciers. Ces jeunes-là, c'est des sorciers que le président a identifiés et il les met en mouvement. Pareil, ces jeunes qui sont dans des partis politiques intéressants et qui essaient de forger des âges pour que ça corresponde à un seul individu. Ils disent eux-mêmes de par là que dans leur parti politique, il y a presque... Parce que le parti qu'ils incarnent ici est fait en majorité de jeunes. Le discours que Willy vient de tenir ici renvoie à dire que Sim, l'un des vice-présidents, ne peut pas être candidat. S'il n'a pas 5 ans, comment on appelle Mamadou Mokhtar ne peut pas être candidate, et Tyriane ne peut pas être candidate. Vous voyez, donc quand tu es capable d'absorber tous ces vice-présidents pour que lui seul puisse être... Est-ce qu'ils ont réfléchi avant de faire ça? Donc il vient de dire qu'il a des vice-présidents qui n'ont pas l'âge d'être président. Si par malheur, quand tu venais à mourir, ce qui peut arriver à nous tous, le MRC n'aurait donc pas parmi ses vice-présidents quelqu'un capable d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je crois même que, je vais vous dire, hier, je pensais à Fameux Ndoumou. Moi, je crois même que c'est Paul Biya qui fabrique les défections du Grand Nord, là. Ah bon? Je vais vous dire... On va qu'on aille... Non, je vais vous dire... taper Bello. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration de cette nuit. C'est que Paul Biya veut donner le pouvoir au Grand Nord, en toute douceur.
observer ce qui se passe là. Ces gars-là, Paul Biya est en train de chercher une technique. Parce qu'il ne sait plus comment se débarrasser des faucons qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir. Paul Biya va céder le pouvoir au Grand Nord de cette façon-là. Et ils ne sont... Quand tu dis ça, tu veux que Kamto te regarde comment? Oh, ben, est-ce que j'ai un problème avec Kamto? Non, Kamto n'est pas du Grand Nord. Non, Paul Biya a fabriqué Kamto. Et pour la réussite du plan de Paul Biya, il faut que Kamto aille s'allier à cette affaire-là. C'est Paul Biya qui a organisé toute la politique qu'il y a au Cameroun, qu'on ne trompe personne. Actuellement, c'est lui qui tient. Alors, disons quand même Pierre Blériot, disons également Joseph Zambo, disons Alain Douk, Ibrahim Maxime, que Marie-Rose dit bon. Elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Oui, Marie-Rose dit bon, n'est pas une vendeuse de harengs. Avec tout le respect que nous avons pour cette catégorie sociale, elle est tout simplement membre de l'UNDP, mais surtout ministre, secrétaire d'État au ministère, je pense, de l'Environnement. Voilà, elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Si Bello Boba lui l'a démissionné, vraiment, c'est son problème. Elle ne démissionne pas. Elle reste à son poste. Quelle est la réaction que vous avez après cette sortie de Marie-Rose Dibon? Bah, écoutez, vous savez, il y a une théorie, en réalité, dans la théorie politique, il est démontré que des politiques, la plupart du temps, poursuivent des objectifs qui leur sont propres. Ils les priorisent sur les objectifs qui pourraient être ceux de la masse qui compte sur les politiques. Donc, faut pas croire que forcément, pendant que vous voulez porter quelqu'un à une position de pouvoir, les objectifs que vous vous assignez sont les objectifs que le politicien lui-même, idéalement, s'assigne. Il a son agenda propre. Il a son calcul en tant que politicien. Donc, on voit là cette espèce de cacophonie, entre guillemets quand même, entre cette collaboratrice de Bello Boba et lui-même. Le bon sens prescrirait qu'en réalité, après cette désaffection de Bello Boba, que tous ceux qui sont de son bord politique quittent le navire, en principe. Certains te disent justement non. Parce non, que... c'est le bon sens. C'est même une certaine décence. Alain Douk, oui. Calmons-nous, on va doucement. Oui. Vous parlez là du bon sens, de la décence. Alors, Marie-Rose Dibon dit que il y a deux décrets. Oui. Il y a le décret de Bello Boba, qu'il a nommé ministre d'État, et elle a son décret, qu'il a nommé secrétaire d'État du côté du ministère de l'Environnement. D'accord? Et que maintenant, chacun est libre de ses choix. C'est pas aussi le bon sens. Non, il y a disharmonie. Il y a une disharmonie. Deuxième chose, lorsque Bello Boba prenait ses décisions, oui. Madame Dibon dit que Bello Boba ne l'a jamais consulté. Elle aussi, elle a appris ça à travers les réseaux sociaux et les journaux. Voilà. Maintenant, vous voulez que Madame Dibon démissionne. Voilà, on revient donc à ce que je disais. C'est-à-dire que chaque politique, elle aussi, c'est une politique. Donc, elle a son agenda. Sur sa calculette politique, elle a les objectifs qu'elle s'assigne. D'accord? À titre personnel. Non, principalement, donc, ses objectifs, c'est qu'elle veut encore être au gouvernement. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Je dis qu'elle, dans son calcul, elle doit être là. Et pourquoi tu parlais dans le bon sens, de l'élégance? Non, je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. J'ai parlé de disharmonie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes du même bord politique, lui, il est ton président. Dans tout ce que mon président fait, je dois accepter. Quand il part du gouvernement, moi, je dois partir du gouvernement avec lui. Justement. C'est lui qui va payer mes factures. Non, là n'est pas l'enjeu. Ah bon? Justement, l'enjeu c'est quoi? Non, l'enjeu finalement, c'est de donner crédit à ce que vous faites. Or, si chacun commence à jouer sa propre musique, le message que vous nous envoyez, c'est qu'il n'y a pas cohésion. Peut-être que Bello Boba, lui, part du gouvernement, lui, il a amassé un peu d'argent. C'est ce que je dis, mais... Madame Dibon, elle a vu de son salaire de secrétaire d'État. Justement, je vois qu'on dit les mêmes choses, mais on le dit avec un phrasé différent. Non, nous ne disons pas les mêmes choses. Non, on dit les mêmes choses. Je te dis, quand j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, chaque politique a sur sa calculette ses objectifs qu'il s'assigne. Donc, Bello Boba, par rapport à ce qu'il s'assignait, vois-tu, il n'a pas voulu rester. Mais est-ce que dans le calcul de la dame, qui est sa collaboratrice, elle fait le même calcul? Est-ce qu'elle poursuit les mêmes objectifs singuliers que lui? Et on voit donc qu'il y a donc cette disharmonie. Ils n'ont pas cherché à accorder leur violon, et ça donne dans ce que ça donne. Mais pour la perception collective, l'image, le message qui nous renvoie n'est pas bon. Très bien. Voilà, pour l'harmonie qui devrait caractériser le parti. Ibrahim Maxime Julien,
je m'habitue déjà à ce nom. Hein. Merci. Marie-Rose Dibon. Elle dit clairement, je ne démissionnerai pas. Alors qu'elle est membre de l'UNDP, son président, lui, il a claqué la porte du gouvernement. Parfait, il faut bien dissocier l'UNDP de la fonction gouvernementale. C'est-à-dire que c'est parce qu'on mélange et on a rendu gouvernement RDPC que si tu occupes un poste ministériel, c'est ton parti qui est en fait représenté là-bas. Ça ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que si elle n'a pas dit qu'elle ne va pas soutenir son président dans son parti politique. Elle a simplement dit qu'en ce qui concerne la fonction qu'elle occupe, elle ne démissionne pas. C'est clair. Donc, elle a la liberté, c'est son opinion, elle a la liberté de décider de démissionner ou de ne pas démissionner, c'est tout. Merci Ibrahim. Blériot, le Cameroun devient doux. Hein. C'est beau quand je suis ce genre d'affaires. C'est sûr que Bello Bouba lui-même est un peu gêné. La dame, elle parlait avec beaucoup d'autorité. Hein. Elle était même légèrement énervée. Elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Elle est certes membre de l'UNDP. Son président a démissionné du gouvernement, a présenté sa candidature. Elle a dit, elle ne démissionnera pas. Elle quittera ce poste si jamais le président de la République l'enlève. Alors, parfait, soyons honnêtes, vous connaissez Marie-Rose Dibon? Non. Qui la connaissait ici? C'est une célèbre inconnue qui a été admise au gouvernement par l'entremise de la plateforme gouvernementale Alliance UNDP RDPC. Oui. Et celui qui l'a proposé au poste, c'est Bello Bouba Maïgari, qui avait le choix de proposer n'importe qui. Cela s'est fait donc comme c'est Bello qui l'a proposé. Non, allons-y d'abord. Elle n'existait pas. Elle va dans le package de l'UNDP. C'est le package. On dit à Bello Bouba, tu as 4 places, tu as 3 places. Au gouvernement. Tu proposes Choisis et lui se choisit ses hommes. Ça veut dire qu'on ne fait pas la politique avec conviction. Il a cru, je crois que Bello Bouba a cru qu'il avait choisi les hommes de confiance. Vous avez vu, Aboubakar a démissionné. Abakar a démissionné. Elle, c'est parce qu'elle fait aussi donc, comme tous les Camerounais, se dit que s'il me reste même 3 mois là, je prends ma part en 3 mois. Et puis bon, parce que je ne sais même plus si Bello Bouba va encore me proposer. Donc peut-être même, je peux faire même une transhumance politique. Je deviens membre du RDP. Alain Douka a raison. Vous ne pouvez pas être de l'UNDP. Le président national, le chef de la plateforme, qui vous a proposé, se retire et vous vous agrippez. Elle est d'union qui la connaît. Depuis que je... Blériot, est-ce que c'est un problème de connaître quelqu'un? Oui, mais attendez, on va doucement. Ne vous énervez pas. Non, on ne s'énerve pas. Est-ce que le destin n'est pas individuel? Non, le destin est collectif. Les destins sont liés. Non, parfait. On t'a nommé ministre. Non, on ne l'a pas nommé. On a demandé des noms à Bello Bouba. Ça, c'est ce que toi tu dis là. Non, c'est ce que... Non, ça, c'est ce que toi tu dis. Attendez d'abord, ça, c'est ce que vous vous dites. Oui. Mais nous avons simplement écouté les décrets à la radio et à la télé. Non, Nous, on ne sait pas les transactions qu'il y a eu en bas, ainsi de suite. Si nous sommes dans une société, je prends un cas, nous sommes dans une société d'action. Oui. Alain Douk a 30% d'action. On lui dit, viens avec 30% de personnel. Tu auras le DRH et la DI. Je prends une entreprise de médias comme ici. Alain Douk vient avec son DRH, sa DI. Quand Alain Douk se retire, il se retire avec vous. Il part avec sa part d'action. L'UNDP s'est retiré. Marie-Rose, elle est quoi là maintenant? C'est un fantôme. Fantôme comment? Oui, elle appartient au PCRN. Elle appartient au RDPC désormais. Elle a l'UPC. Et il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas dans un parti politique. Oui, choisie comme technocrate par le chef de l'État. Elle n'est pas choisie dans ce sens-là. Il y a des ministres politiques. Elle est ministre politique. Et elle vient de faire un acte de haute trahison. Tous les autres qui regardent... Parce que c'est ça. Moi, si c'est un acte de haute trahison, est-ce que Dibon elle-même ne va pas dire que Bello aussi vient de trahir Paul Biya? Non, Bello a rompu une alliance, c'est pas ça la trahison. Les autres appellent ça trahison aussi. Non. Bello et Thiro m'expliquent bien. Moi, je vais même vous dire, parce que j'ai une analyse que je fais depuis la nuit. Quand mon enfant est arrivé, j'ai eu une vision. Moi, je crois même que, je vais vous dire, hier, je pensais à Famen Domo. Moi, je crois même que c'est Paul Biya qui fabrique les défections du Grand Nord. Là. Ah bon? Je vais vous dire. On va qu'on aille. Non, je vais vous dire. Aille taper Bello. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration de cette nuit. C'est que Paul Biya veut donner le pouvoir au Grand Nord. En toute douceur. Observez ce qui se passe là. Ces gars-là, Paul Biya est en train de chercher une technique. Parce qu'il ne sait plus comment se débarrasser
des faucons qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir. Paul Biya va céder le pouvoir au Grand Nord de cette façon-là. Et ils ne sont... Quand tu dis ça, tu veux que Kamto te regarde comment? Oh, ben, est-ce que j'ai un problème avec Kamto? Non, Kamto n'est pas du Grand Nord. Non, Paul Biya a fabriqué Kamto. Et pour la réussite du plan de Paul Biya, il faut que Kamto aille s'allier à cette affaire-là. C'est Paul Biya qui a organisé toute la politique qu'il y a au Cameroun, qu'on ne trompe personne. Actuellement, c'est lui qui tient